Le 27 décembre 2007, Rawalpindi, Pakistan. Benazir Bhutto se dresse à travers le toit ouvrant de son véhicule blindé. Quelques minutes plus tôt, elle s'adressait à une foule immense. Des milliers de partisans scandaient contre son nom lors de ce rassemblement électoral. Le soleil de l'après-midi illumine son foulard blanc. À l'image, une femme seule au-dessus de la marée humaine. Soudain, des claquements secs déchiraient l'air, des coups de feu. Immédiatement suivis par un bruit assourdissant, une explosion suicidaire frappe la sortie du parc. Fumée noire, odeur de poudre, chaos total. Celle qui avait défié les dictateurs s'effondre à l'intérieur de la voiture. Elle avait survécu à des années d'exil. Elle était la première femme à diriger une nation musulmane moderne. Mais ce jour-là, elle est tombée pour la dernière fois. Comment une jeune aristocrate formée à Harvard et Oxford est-elle devenue la figure la plus controversée du Pakistan? Pourquoi est-elle revenue au pays? Elle savait qu'elle serait assassinée. Mais l'appel du destin était plus fort que l'instinct de survie. À première vue, un retour triomphal vers la démocratie, mais en réalité, une exécution publique planifiée. Ces derniers instants révèlent le prix sanglant du pouvoir. Une nation déchirée entre le vote populaire et l'autoritarisme militaire. Sur les enregistrements, la confusion est totale. On voit la foule courir, on entend les sirènes hurler au milieu des débris. Mais ce n'était que le début de la crise. Ce récit dévoile les derniers mots écrits par Benazir Bhutto. Un testament politique laissé spécifiquement en cas de décès. Sa mort a changé à jamais le destin d'une puissance nucléaire. L'histoire commence maintenant. Le 21 juin 1953. C'est la date précise où le destin d'une dynastie a basculé à Karachi. Benazir Bhutto est née dans une maternité, mais son véritable berceau était le pouvoir. Elle était la fille de Zulfikar Ali Bhutto et de Nusrat Ispahani. Elle a grandi au milieu des terres immenses du Sindh. L'argent coulait à flot. Les domestiques étaient nombreux. Le luxe était omniprésent. À première vue, une enfance dorée d'aristocrate, mais en réalité, un camp d'entraînement politique intensif. Les privilèges ne servaient pas à la protéger, ils servaient à l'endurcir. Dès ses premiers pas, Benazir n'a pas vu des amis de la famille, mais des acteurs géopolitiques majeurs. Son père recevait l'élite mondiale dans les salons privés. Zhou Enlai était là. Henry Kissinger passait la porte, Hubert Humphrey discutait dans les couloirs. À l'image, une petite fille silencieuse observe des hommes en costume sombre décider du sort des nations. À 9 ans, la plupart des enfants jouaient dans la cour. Benazir, elle, analysait les négociations en coulisses. Elle écoutait les secrets d'État. Elle apprenait comment on manipule le pouvoir pakistanais. Mais ce n'était que le début de son initiation. 1967. Zulfikar Ali Bhutto a fondé le Parti du peuple pakistanais, le PPP. Les slogans résonnèrent dans les rues. L'islam est de notre foi, la démocratie est de notre politique, le socialisme est de notre économie. Tout le pouvoir au peuple. Pourquoi une adolescente s'intéresserait-elle à cela? Parce que le sang des Bhutto exigeait le sacrifice. Mais l'engagement de Benazir était total. Elle n'avait que 14 ans. Elle n'a pas attendu. Elle a rempli sa carte d'adhésion et a rejoint les rangs immédiatement. Pour elle, la politique n'était pas une discussion de salon. C'était l'air qu'elle respirait. C'était la seule voie possible. On entend presque le bruit de la foule qui commence à scander son nom aux côtés de celui de son père. Pourtant, naître dans une telle dynastie avait un coût exorbitant. L'exposition au pouvoir forgeait ses ambitions, mais elle dessinait aussi une cible sur son dos. Ses futurs ennemis prenaient note. Ils observaient cette jeune fille avec attention. Sur les photos d'époque, on voit son visage se durcir. La formation d'un leader commençait à peine. L'année 1969 allait marquer une nouvelle étape. 16 ans seulement. C'était l'âge de Benazir Bhutto lorsqu'elle a quitté le Pakistan pour les États-Unis. Pourquoi un départ si précoce? Son père voulait forger une dirigeante politique dès l'adolescence. Mais l'ambition du clan Bhutto a ignoré la brutalité du déracinement. Grâce à ses connexions, il a forcé les portes du Radcliffe College de l'université Harvard. Benazir devait y étudier les sciences politiques, mais elle a atterri en plein chaos. L'année 1969 n'était pas une année universitaire ordinaire. L'Amérique brûlait. La guerre du Vietnam atteignait son paroxysme. Les assassinats de Robert Kennedy et de Martin Luther King étaient encore dans tous les esprits. À l'image, les campus sont envahis par la fumée des lacrymogènes et les pancartes des manifestations. Benazir a été témoin direct de cette révolte sociale. L'adaptation a été violente. Un étudiant rapporte un fait précis. Durant tout le premier semestre, Benazir pleurait quotidiennement.
Le choc culturel était total. Pourtant, elle a séché ses larmes. Des années plus tard, elle qualifiera Harvard de période la plus heureuse de sa vie. À première vue, une simple étudiante étrangère, mais en réalité, une observatrice politique en formation accélérée. Elle a compris une leçon cruciale dans les amphithéâtres de Boston. L'injustice se combat par l'action directe. Sa génération ne voulait pas seulement réussir, elle voulait sauver le monde. C'est à Harvard qu'elle a intégré la puissance de la résistance civile. En 1973, le premier chapitre s'est clos. Diplôme en poche, elle a traversé l'Atlantique pour l'université d'Oxford. Philosophie, politique, économie. Le cursus classique de l'élite britannique. Dans les salles boisées de l'Oxford Union, sa voix a commencé à porter. On entend les applaudissements polis mais nourris des étudiants. Elle a brisé un plafond de verre historique. Benazir est devenue la première femme asiatique élue présidente de cette prestigieuse société de débat. C'est ici, à cette tribune, que se formaient les futurs premiers ministres britanniques. Un biographe décrit cette époque comme une parenthèse dorée, sans doute le moment le plus insouciant de son existence. Mais cette tranquillité n'était qu'un mirage temporaire. Les diplômes occidentaux et l'art de la rhétorique ne pèsent rien face à des canons de fusil. Au Pakistan, les généraux aiguisaient leurs baïonnettes, les fondamentalistes religieux gagnaient du terrain. Comment une éducation privilégiée en Occident pouvait-elle la préparer à affronter une dictature militaire? Le retour au pays approchait. Le Pakistan était au bord de l'effondrement total. L'insouciance s'est arrêtée net. Juin 77, une simple date sur le calendrier qui allait sceller un destin. Benazir Bhutto a posé le pied au Pakistan. Elle rentrait d'Oxford, diplôme en main, prête à travailler dans le bureau de son père. Zulfikar Ali Bhutto était alors Premier ministre. L'avenir semblait tracé, mais ce n'était qu'un mirage. Quelques jours après son arrivée, le sol s'est dérobé sous leurs pieds. 5 juillet 77, le bruit des chenilles de chars a envahi les rues. Le général Muhammad Zia-ul-Haq a frappé. L'ironie était totale. Le chef de l'armée, nommé par Bhutto lui-même, renversait son créateur. Coup d'État militaire. Les soldats ont investi la résidence. Zulfikar a été arrêté. À première vue, une simple détention politique, mais, en réalité, le début d'une mise à mort programmée. Pourquoi Zia a-t-il paniqué? Il avait relâché Zulfikar après un mois de détention, mais la réaction de la rue a été immédiate. Des foules massives ont acclamé l'ancien leader. Zia a compris le danger. Il a ordonné une nouvelle arrestation en septembre. L'accusation était prête, un meurtre politique commis en 1974. Ce qui a suivi n'avait rien d'une procédure normale. Les experts juridiques parlent encore d'un des plus grands scandales judiciaires de l'histoire pakistanaise. Le dossier a contourné la première instance. Il a atterri directement à la Haute Cour de Lahore. Une manœuvre calculée pour priver Bhutto de certains droits d'appel. Le juge par intérim, Malvi Mushtaq Hussain, ne cachait pas sa haine pour l'accusé. Il a été rappelé d'urgence d'un voyage à l'étranger. Sa confidence à un journaliste a glacé le sang. Si je ne le juge pas, personne d'autre ne le pendra. La machine était lancée. 18 mars 78, la sentence est tombée. Peine de mort pour le meurtre de Nawab Mohammed Ahmad Khan. La Cour suprême a confirmé le verdict en février 79. 4 voix contre 3. Une marge infime. Ramsey Clark, ancien procureur général américain et avocat de Bhutto, a révélé les coulisses au New York Times. 2 juges de la Cour suprême ont été écartés par la force. S'ils avaient été présents, le verdict aurait basculé. Mais Zia ne laissait aucune place au hasard. Les appels à la clémence ont afflué du monde entier. Le colonel Muammar Kadhafi a dépêché son premier ministre depuis la Libye pour négocier. Zia les a renvoyés. Il a qualifié ses efforts de simple syndicalisme entre politiciens. 4 avril 79, prison centrale de Rawalpindi. Il faisait encore nuit noire. Le directeur de la prison a lu l'ordre d'exécution. On entendait le bruit des bottes sur le béton. Le colonel Rafiuddin était présent. Il a observé la scène. Zulfikar Ali Bhutto n'a montré aucun signe de terreur. Il était calme, détendu. Il a même affiché un sourire face à la corde. La trappe s'est ouverte. Zulfikar Ali Bhutto a été pendu. Son corps a été évacué rapidement. Enterré dans le mausolée familial de Gari Khuda Bakhsh. Loin de là, Benazir a passé la nuit dans une angoisse physique, seule. Confinée, elle n'a pas pu dire adieu. Mars 2024, 44 ans après l'exécution. La Cour suprême du Pakistan a fini par admettre la vérité. Zulfikar Ali Bhutto a été privé d'un jugement équitable. Mais pour Benazir, en 1979, cette reconnaissance n'existait pas.
Il n'y avait que la certitude brutale que le prix de la politique au Pakistan se mesurait en litres de sang. Comment une jeune femme de 25 ans réagit-elle à l'exécution de son père? Comment cette tragédie a-t-elle transformé l'étudiante d'Oxford en leader politique le plus tenace que le Pakistan ait jamais connu? L'ascension ne faisait que commencer. 4 avril 1979. C'est la date précise où le bourreau a exécuté la sentence contre son père. Benazir Bhutto n'a pas eu le temps de faire son deuil. Elle a pris la tête du Parti du peuple pakistanais à seulement 25 ans. Pourquoi a-t-elle accepté cet héritage empoisonné? Elle aurait pu rester en sécurité en Occident, mais le devoir envers sa lignée était plus fort que l'instinct de survie. Les années suivantes n'ont été qu'une succession d'épreuves physiques. Les murs de la prison, l'assignation à résidence, l'exil forcé. Elle a passé près de 6 ans isolée, coupée du monde. Le régime militaire avait un objectif précis, briser son esprit. Ils l'ont enfermée dans des cellules étouffantes, sans confort, sans contact. Mais le régime a échoué. De 1984 à 1986, elle organise la riposte depuis Londres. Le retour au Pakistan marque un tournant. Avec sa mère, Nusrat, elle prend la tête de l'opposition démocratique. À première vue, une jeune femme éduquée à l'occidental, mais en réalité, une menace mortelle pour la dictature militaire. Son charisme n'était pas artificiel, c'était une arme politique. Les événements se sont alors précipités. Le 17 août 1988, le ciel s'embrase. L'avion du général Zia s'écrase dans des circonstances jamais élucidées. Sur les images d'archives, on ne voit que des débris fumants éparpillés sur le sol. Le Pakistan a repris son souffle. La route vers les urnes était ouverte. 1er décembre 1988. Les résultats tombent. À 35 ans, Benazir Bhutto écrit l'histoire. Elle devient la première femme à diriger un État musulman à l'époque moderne. Elle est aussi la plus jeune. Le fait est encore plus marquant. Elle prend ses fonctions 3 mois seulement après avoir accouché. Sur la vidéo de l'investiture, on distingue une jeune mère face à une rangée de généraux au visage fermé. La réaction du pays a été violente et divisée. Benazir s'en souvenait avec précision. Ses opposants ne critiquaient pas sa politique, ils attaquaient son existence. Ils disaient « Une femme a usurpé la place d'un homme, elle devrait être morte, c'est une hérésie ». Ce n'étaient pas des paroles en l'air, c'étaient des appels au meurtre. Mais une question demeure. Son premier gouvernement a chuté en moins de 2 ans. Quelles mains invisibles ont tiré les ficelles pour renverser la fille de Bhutto? Le pouvoir lui a été arraché brutalement. Le compte à rebours avait déjà commencé. 5 milliards de dollars. C'est le montant vertigineux que les enquêteurs ont associé à son nom. Comment une icône de la démocratie réagit-elle quand on lui arrache le pouvoir? Elle avait la foule avec elle. Mais les accusations étaient beaucoup plus lourdes que les applaudissements. Le premier mandat de Benazir Bhutto a débuté en 1988. L'espoir était immense. Mais 2 ans plus tard, tout s'est effondré. En 1990, le président Ghulam Ishaq Khan a signé l'ordre de destitution. Ce n'était pas une simple formalité administrative, c'était une expulsion brutale. Les motifs officiels étaient accablants, corruption massive et incompétence notoire. Benazir a perdu les élections suivantes. La défaite était cuisante, mais elle n'a pas quitté l'arène, elle a contre-attaqué. En 1993, elle a repris le contrôle pour un second mandat. Elle a tenté d'imposer sa marque. Elle a supervisé des privatisations économiques complexes. Elle a lutté pour les droits des femmes dans une société conservatrice. À l'image, une scène historique marque les esprits. Une femme enceinte dirigeant une nation nucléaire. En 1990, lors de la naissance de sa 2e fille, elle est devenue la première chef d'État élue à accoucher durant son mandat. Mais cette image progressiste cachait une réalité sombre. Son administration naviguait en permanence dans le chaos. En 1996, l'histoire s'est répétée. Le président Farouk Leghari l'a destitué à son tour. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. L'héritage politique s'est terni. À première vue, une dirigeante moderne persécutée. Mais, en réalité, un système financier occulte aux proportions gigantesques. Les enquêteurs pakistanais ont ouvert les dossiers. Ils ont parlé de détournement de fonds publics atteignant 5 milliards de dollars. L'affaire a dépassé les frontières. Des agents britanniques et américains ont exhumé des documents compromettants. Sur le papier, les preuves s'accumulaient. On y voyait des propriétés de luxe achetées en échange de contrats gouvernementaux. On y découvrait un réseau complexe de comptes bancaires dispersés autour du globe pour dissimuler les flux d'argent. L'étau se resserrait autour de sa famille. Son mari, Asif Ali Zardari,
s'est retrouvé au centre du scandale. Il n'a pas simplement été interrogé, il a passé 8 années derrière les barreaux. La rue lui a donné un surnom cruel, Monsieur X%. Ce chiffre correspondait aux commissions illégales qu'il était accusé de prélever sur chaque marché public. Benazir Bhutto a tout nié. Elle a crié au complot politique. Selon elle, ses accusateurs cherchaient uniquement à l'écarter du pouvoir par la force judiciaire. La situation est devenue intenable. En 1998, elle a choisi la fuite. Elle est partie en exil volontaire. Durant la décennie suivante, elle a vécu entre le luxe de Dubaï et les résidences de Londres. Mais la justice a continué son travail. L'enquête sur la corruption a abouti à une condamnation ferme en 2003 devant un tribunal suisse. Le dossier semblait clos. Comment une personne condamnée pour le vol de milliards pouvait-elle espérer revenir? Quelle force géopolitique poussait Benazir Bhutto vers un dernier retour au pays? Elle ne voyait pas encore le danger mortel qui l'attendait. Le piège était déjà en place. 18 octobre 2007, c'est la date précise où le piège s'est refermé. Sous la pression intense de Washington, le président Pervez Musharraf a fini par céder. Il a signé l'amnistie. Benazir Bhutto, son mari Asif Ali Zardari et d'autres politiciens pakistanais ont vu leur dossier de corruption effacé d'un trait de plume. Un accord validé par les Américains a ouvert la route de son retour. Mais ce n'était pas une simple rentrée politique, c'était une marche consciente vers la mort. Pourquoi Bhutto est-elle revenue malgré le déluge de menaces des militants islamistes? Elle visait les élections générales de 2008. Mais l'orgueil a peut-être pris le pas sur la prudence. À Karachi, l'accueil était colossal. Une foule de centaines de milliers de personnes a inondé les rues. À l'image, une marée humaine, des drapeaux, des cris de joie. Mais la célébration a viré au carnage. Une détonation a déchiré le cortège. Le souffle a balayé la foule. Ce n'était pas une simple bombe, c'était un massacre coordonné. 136 morts, plus de 450 blessés. Le bitume était couvert de sang et de débris. Bhutto a survécu par miracle. Au moment précis de l'impact, elle s'était baissée pour ajuster ses sandales derrière le blindage de son véhicule. Le métal l'a sauvée, pour cette fois. Mais elle savait que son temps était compté. La traque a continué. Le 27 décembre 2007, à 1h du matin, la porte de sa résidence d'Islamabad s'est ouverte. Le visiteur n'était pas un messager ordinaire. C'était le lieutenant-général Nadim Taj, le directeur de l'ISI, les redoutables services de renseignement pakistanais. Il s'est déplacé en personne. Il l'a regardé dans les yeux et a livré l'information brute. Des kamikazes l'attendaient à Rawalpindi. L'attaque était programmée, avant, pendant ou après le meeting électoral. Les tueurs étaient en place. À première vue, un avertissement bienveillant pour sa sécurité. Mais en réalité, une tentative d'intimidation pour la faire taire. Benazir a soupçonné une manœuvre. Elle pensait que le général essayait de la tromper pour faire annuler l'événement. Elle a répondu sèchement « Si vous connaissez les poseurs de bombes, arrêtez-les ». La réponse de Taj a été immédiate et froide. Impossible. Une arrestation exposerait ses sources. Il ne pouvait rien faire de plus. L'étau se resserrait. Benazir voyait des complots partout. 2 jours avant sa fin, elle a rédigé une lettre pour le président Musharraf. Elle y a inscrit les noms précis des conspirateurs. Le matin même de son meurtre, elle s'est confiée au président afghan Hamid Karzai. Ces mots étaient sans équivoque. Les services de renseignement pakistanais complotaient contre elle. Elle a même laissé une trace numérique, un email envoyé au journaliste de CNN, Wolf Blitzer, une assurance vie posthume. Elle y écrivait noir sur blanc. Si elle mourait, la responsabilité incombait à Musharraf. L'erreur était interdite. Pourtant, Benazir Bhutto a insisté. Elle s'est rendue au meeting. Était-ce de l'ambition politique démesurée ou un engagement suicidaire pour la démocratie? Elle était montée dans sa voiture. Le convoi s'est dirigé vers le parc Liaquat Bag. On entend les clameurs de la foule. Elle s'est levée par le toit ouvrant pour saluer ses partisans une dernière fois. Ainsi s'est achevée la course. 18h16. C'est l'heure précise où les médecins ont prononcé le décès officiel. Le 27 décembre 2007, le convoi de Benazir Bhutto a quitté Islamabad à midi. Direction Rawalpindi. Le parc national Liaquat l'attendait. Dès son arrivée, la sécurité l'a escortée vers l'estrade. Devant elle, une marée humaine de 10 000 personnes. Pourquoi a-t-elle pris autant de risques ce jour-là? Elle connaissait les menaces de mort, mais l'appel du pouvoir était plus fort que la prudence. Benazir a parlé pendant 30 minutes. Ce n'était pas un simple discours politique, c'était une affirmation dynastique. Elle a invoqué le nom de son père, Zulfikar, pas moins de 17 fois. Elle s'est présentée comme sa fille, son héritière légitime.
Elle a rappelé à la foule que son père avait bâti sa légende en combattant les dictateurs militaires. Les partisans scandaient son nom, mais ce n'était que le calme avant la tempête. À la fin du meeting, Benazir est entré dans son véhicule blindé. À première vue, une forteresse mobile imprenable, mais en réalité, un piège mortel dès l'ouverture du toit ouvrant. Il était environ 18h10. La voiture avançait lentement à travers la foule compacte. Benazir a décidé de se lever. Elle a passé le buste à travers l'ouverture pour saluer ses supporters. Soudain, la panique. On entend sur les enregistrements 3 coups de feu sec. Un tireur a visé directement sa tête. Immédiatement après les tirs, une explosion assourdissante a déchiré l'air. Un kamikaze venait de déclencher sa charge explosive juste à côté du véhicule. La fumée a envahi l'avenue. Les cris ont remplacé les slogans. 23 personnes ont été tuées sur le coup par le souffle de l'explosion. Benazir a été évacué en urgence vers l'hôpital général de Rawalpindi. Les médecins ont tenté de la ranimer. En vain. La cause exacte de la mort est immédiatement devenue un champ de bataille politique. Le 8 février 2008, les enquêteurs de Scotland Yard ont rendu leur rapport final. Leur conclusion était technique. Benazir n'aurait pas été tuée par une balle. Elle serait morte après avoir violemment heurté le levier du toit ouvrant, propulsée par l'onde de choc de l'explosion. Une version officielle contestée. Beaucoup ont refusé de croire à un simple choc traumatique. L'erreur était interdite car le précédent était sanglant. Benazir avait déjà survécu à une tentative similaire à Karachi 2 mois plus tôt. Ce jour-là, 180 personnes avaient péri. Cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Qui a commandité l'assassinat ? Une commission indépendante des Nations Unies a enquêté, mais le rapport est resté flou sur les organisateurs et les financiers de l'attaque. Le ministère de l'Intérieur pakistanais, lui, a désigné un coupable clair, Al-Qaïda. Le brigadier Javed Iqbal Chima a présenté une preuve matérielle. On entend sur une interception audio une voix qui félicite ces hommes pour cet acte lâche. Selon le gouvernement, c'était la voix de Baitullah Mehsoud, le chef des talibans pakistanais. Mehsoud a nié toute implication. La justice n'a jamais pu l'atteindre. Un drone américain l'a tué en août 2009. Le dossier s'est refermé sur ses ruines. Un constat dévastateur. L'enquête des Nations Unies a levé le voile sur une réalité bien plus sinistre qu'une simple erreur administrative. Le rapport a frappé fort, il a révélé que les dispositifs de sécurité mis en place par les autorités fédérales au Pakistan étaient fatalement insuffisants. Sur le terrain, les protocoles étaient inefficaces, les barrières étaient illusoires. Plus grave encore, les investigations qui ont suivi la mort de Benazir Bhutto n'ont pas cherché la vérité. Elles ont été entravées. Une véritable opération de dissimulation s'est mise en marche pour effacer les traces. Pourquoi cette négligence criminelle ? Benazir Bhutto faisait face à des menaces mortelles venant de toutes parts. Mais la protection officielle est restée aveugle. Al-Qaïda, les talibans, les groupes djihadistes locaux. La commission a listé les ennemis. Mais elle a aussi pointé du doigt une menace intérieure, des éléments de l'establishment pakistanais. Malgré le danger imminent, l'enquête sur son meurtre a pris une direction opposée. Dans les dossiers de la police, on ne trouve aucune trace de ces hauts responsables. L'enquête s'est bornée à traquer des exécutants de bas niveau, des seconds couteaux supposément liés à Baitullah Mehsoud. À première vue, une enquête standard, mais en réalité, un refus catégorique d'interroger les suspects clés. Les enquêteurs ont totalement écarté la possibilité d'une implication de l'establishment. Ils ont ignoré 3 individus précis. Ces noms, Bhutto les avait pourtant signalés. Elle les avait identifiés comme des menaces directes dans une lettre envoyée au général Musharraf le 16 octobre 2007. Le général Pervez Musharraf présidait le pays depuis Rawalpindi au moment de l'attentat suicide. Le rapport de l'ONU est sans équivoque. Le gouvernement fédéral n'avait aucun plan de sécurité globale. L'injustice était visible à l'œil nu. Il était impardonnable pour le gouvernement de rester passif. Les autorités provinciales n'ont jamais reçu la directive de protéger Benazir avec la même rigueur que les autres officiels. Pourtant, le 22 octobre 2007, des mesures strictes et spécifiques avaient été ordonnées pour 2 autres anciens premiers ministres. Eux avaient des blindages et des gardes. Bhutto a été laissé à découvert. Après l'assassinat, le président Musharraf a nié toute responsabilité. Il a refusé d'admettre que Bhutto aurait dû bénéficier d'une sécurité renforcée. Sa ligne de défense était cynique. Sa mort était de sa faute. Selon lui, elle avait pris des risques inutiles. Elle n'avait pas quitté le rassemblement assez vite. On visualise la scène de panique après l'explosion, la fumée, les cris, le métal tordu. C'est à ce moment précis que Rehman Malik a agi. Il était le chef de l'équipe de sécurité civile de Benazir Bhutto.
Au lieu de sécuriser la zone, il a quitté les lieux. Il est monté dans un véhicule et a filé vers Islamabad. 10 ans plus tard, Malik a donné sa version froide des faits. Il a affirmé qu'il suivait simplement les instructions de la police. Farhatullah Babar, le porte-parole de longue date de Benazir, se trouvait dans la voiture ce jour-là. Il porte aujourd'hui un fardeau immense. Avoir laissé le véhicule de sécurité s'éloigner reste le plus grand regret de sa vie. Un héritage controversé, scellé par le silence. Des centaines de milliers d'hommes. C'est la foule immense qui a déferlé le 28 décembre 2007. Ils n'étaient pas armés. Ils marchèrent dans la poussière et la chaleur pour rendre un dernier hommage à Benazir Bhutto. Le cortège funèbre a traversé la province du Sindh jusqu'à Gari Khuda Bakhsh. C'est là, dans le mausolée familial, qu'elle devait reposer. Son mari, Asif Ali Zardari, était présent, le visage fermé. Ses 3 enfants et sa sœur se tenaient à ses côtés. Sur les images d'archives, on distingue à peine le cercueil au milieu de la marée humaine. El Hassa a été enterré juste à côté de son père, Zulfikar Ali Bhutto. Mais le deuil s'est vite transformé en rage. La mort de Benazir a agi comme un détonateur. La violence s'est propagée dans tout le Pakistan en quelques heures. Des émeutes ont éclaté dans les grandes villes. Les manifestants brûlaient des pneus et affrontaient la police à coups de pierre. Les forces de l'ordre répliquaient par des tirs de gaz lacrymogènes. Le pays était au bord de l'implosion. La commission électorale n'a pas eu le choix. Impossible d'organiser un scrutin dans ce chaos. Les élections générales ont été reportées d'1 mois. Le parti de Bhutto a fini par l'emporter plus tard. Mais une question restait en suspens. Qui allait prendre la relève? Benazir avait laissé un testament politique précis. Elle désignait son fils, Bilawal Bhutto Zardari, comme successeur à la présidence du parti. Pourquoi lui? Il n'avait aucune expérience, mais le nom des Bhutto est une marque qui ne s'efface pas. Au moment du décès de sa mère, Bilawal n'avait que 19 ans. Il était encore étudiant à Oxford. Les cadres du parti ont dû trouver un arrangement. Ils ont accepté que son père, Asif Ali Zardari, assure l'intérim. Il garderait le siège chaud jusqu'à ce que Bilawal termine ses études en Angleterre. La stratégie a fonctionné. Le parti a formé une large coalition. La victoire aux élections de 2008 a été écrasante. En septembre 2008, Asif Ali Zardari a été élu président du Pakistan. À première vue, un veuf qui poursuit l'œuvre de sa femme. Mais en réalité, l'homme accusé de corruption obtenait le poste que Benazir n'avait jamais réussi à sécuriser totalement. L'héritage de Benazir Bhutto reste une fracture ouverte. Les groupes islamistes et les conservateurs ne l'ont jamais accepté. Ils l'accusaient d'être inexpérimenté. Ils détestaient son agenda laïque et moderne. Les accusations de détournement de fonds n'ont jamais cessé. On parlait de milliards de dollars évaporés. Ces affaires n'ont jamais été totalement clarifiées devant la justice. Pourtant, la caméra enregistre une autre vérité. L'espoir dans les yeux de ses partisans. Au début de sa carrière, sa popularité intérieure était immense. La communauté internationale la voyait comme une championne de la démocratie. Elle est devenue une icône mondiale des droits des femmes. Elle a réussi politiquement dans une société strictement dominée par les hommes. Mais l'image est complexe. Ce n'était pas une sainte. Les accusations de corruption étaient substantielles et documentées. Elle nommait systématiquement les membres de sa propre famille aux postes clés. Sa politique étrangère a laissé des traces sombres. C'est durant son second mandat, dans les années 90, que les talibans soutenus par le Pakistan ont pris le contrôle de Kaboul. Mais il y avait une chose que le Pakistan voyait rarement. Un leader civil élu démocratiquement, prêt à défier l'armée toute puissante. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle a écrit des lettres, elle a ignoré les avertissements précis des services de renseignement, elle a reçu des menaces directes, elle a quand même pris cet avion en 2007. Son retour au pays était une condamnation à mort. L'ambition personnelle? Une loyauté dynastique aveugle? Ou la conviction réelle que la démocratie valait plus que sa propre vie? La réponse est rester dans le mausolée. 2 années. C'est le temps qu'il a fallu aux enquêteurs des Nations Unies pour rendre leur verdict sur cet assassinat. Pourquoi est-elle revenue? Ambition personnelle ou loyauté aveugle? La réponse est brutale. Elle pensait que la démocratie valait plus que sa propre survie. Les chercheurs ont épluché chaque dossier. Leurs conclusions visent directement le sommet. Le général Musharraf porte une responsabilité politique et morale. Il n'a pas tiré lui-même, mais il a refusé la sécurité. Benazir Bhutto l'avait réclamé d'urgence. Elle y avait droit.
On la lui a refusée. Le Pakistan reste piégé dans un engrenage mortel. C'est le cycle qui a tué les Bhutto. D'un côté, les militaires contrôlent la réalité du pouvoir. De l'autre, les civils font semblant de gouverner. Et au milieu, les extrémistes terrorisent quiconque ose défier le statu quo. 10 ans après sa mort, les analystes sont formels. Le vide politique est total. Personne n'a pu la remplacer. À l'image, une foule immense entoure un cercueil recouvert d'un linceul blanc. Ce drap blanc est devenu sa marque de fabrique tragique. Ce dossier ne traite pas de la banalité du mal. Il raconte la tragédie du pouvoir dans des nations instables. Ici, les institutions démocratiques sont trop fragiles. Elles ne peuvent même pas protéger leurs leaders les plus éminents. Les dynasties politiques emprisonnent des pays entiers dans la violence. Les enfants n'héritent pas seulement des partis politiques, ils héritent aussi des balles destinées à leurs parents. À première vue, une famille influente, mais en réalité, une lignée condamnée à mort. La dynastie Bhutto a payé le prix fort, le sang a coulé sur plusieurs générations, le grand-père a été pendu, la mère a été assassinée, les oncles sont morts dans des circonstances mystérieuses. Benazir Bhutto savait exactement ce qui se tramait. Elle connaissait les ordres donnés dans l'ombre. Le message était clair, « Ne reviens pas où tu es morte ». Elle a lu l'avertissement, mais elle a choisi de désobéir. Cela fait-il d'elle une héroïne, une martyre de la démocratie, ou une victime de sa propre ambition dynastique? Les opinions divergent, mais les faits restent. Sur la vidéo, on voit sa main saluer la foule quelques secondes avant l'explosion. Elle n'est pas partie sans assurer ses arrières. Octobre 2007. Avant de retourner au Pakistan, Benazir rédige un document extraordinaire. Un testament politique, c'était sa garantie en cas de meurtre. Elle remet ce papier à son confident, le journaliste Mark Siegel. Les instructions sont strictes, rendre le contenu public si elle meurt. L'erreur était interdite, le document a été révélé après sa mort. Il contenait des accusations précises. Benazir y désignait 3 personnes, 3 noms qui complotèrent contre sa vie. Il ne s'agissait pas d'inconnus. Elle visait directement des figures intouchables au sein de l'armée et des services de renseignement pakistanais. La vérité était écrite noir sur blanc. 2 jours. C'est le temps qu'il restait à Benazir Bhutto avant son exécution publique. Elle n'a pas perdu ce temps en prière. Elle a saisi un stylo. Elle a rédigé une lettre urgente au général Musharraf. Le ton était clinique. Elle détaillait les menaces précises qui pesaient sur sa vie. Elle a donné des noms. Elle a formellement exigé une enquête sur les officiers de sécurité qu'elle soupçonnait de complot. Pourquoi Musharraf n'a-t-il jamais répondu? Il avait le pouvoir d'intervenir. Mais le silence a été sa seule réponse. La lettre est restée cachée. Elle n'a fait surface qu'après le meurtre, comme une preuve d'outre-tombe. Mais les mots les plus révélateurs avaient déjà été prononcés. L'année 2007. L'émission de David Frost, quelques semaines avant son retour fatidique au Pakistan. À l'image, le visage de Benazir est calme, sans la moindre trace de peur. Frost lui pose la question inévitable. Pourquoi revenir? Pourquoi risquer la mort? Sa réponse tombe, sèche et définitive. Je ne pourrais pas mourir d'une meilleure mort que celle pour la cause de la démocratie. Elle expliquait que seule une cause pour laquelle on peut contribuer mérite le sacrifice ultime. Ses ennemis voulaient effacer cette contribution. Frost a insisté. Il a parlé de ses enfants. Benazir n'a pas scié, bien sûr qu'elle pensait à eux, chaque jour. Mais elle pensait aussi aux millions d'enfants pakistanais. Eux grandiraient sous une dictature militaire. Eux subiraient le fondamentalisme extrémiste si personne ne se levait. Elle a tranché. Je préfère que mes enfants se souviennent de moi comme quelqu'un qui a eu le courage de revenir, plutôt que comme une lâche vivant confortablement en exil pendant que son pays souffrait. Ces mots ne sont plus de simples phrases, ils sont gravés dans la pierre du mémorial de Garhi Khuda Bakhsh. Chaque année, à l'anniversaire de sa mort, la foule s'y rassemble par centaines de milliers. Ils viennent payer leur tribut. Mais le destin du pays n'a pas changé. Près de 2 décennies ont passé depuis l'attentat. Le Pakistan reste piégé. L'instabilité est chronique. L'armée continue d'être le véritable pouvoir derrière le trône. Les civils sont élus, puis renversés. La démocratie est une expérience fragile, constamment menacée d'extinction. Son fils, Bilawal Bhutto Zardari, a repris le flambeau. Il a maintenant la trentaine, il dirige le PPP. Son nom de famille agit comme un bouclier politique, mais c'est aussi une cible peinte dans son dos. Dans ses discours, la mécanique est rodée. Il invoque sa mère, il invoque son grand-père. La dynastie continue, parce qu'au Pakistan, un nom célèbre a plus de valeur qu'un programme politique. À première vue, une succession démocratique normale. Mais en réalité,
un héritage bâti sur le sang et les soupçons. Son mari, Asif Ali Zardari, a survécu. Il a servi comme président de 2008 à 2013. Il a accompli quelque chose de rare au Pakistan, terminé un mandat complet. Mais les accusations de corruption l'ont poursuivi pendant des décennies. Elles n'ont jamais disparu. L'héritage de Benazir reste taché par cette fortune familiale accumulée durant les années de pouvoir. Une richesse dont l'origine reste floue. Et le meurtre ? Les enquêteurs n'ont jamais identifié le commanditaire. 5 hommes ont été jugés par le tribunal antiterroriste pakistanais. Le procès a traîné. Puis, en 2017, le verdict est tombé. Acquittement général. Faute de preuves. Pourquoi n'y avait-il pas de preuves? On entend le bruit des lances à incendie sur le bitume. Quelques heures seulement après l'attaque, la police a lavé la scène de crime à grande eau. Le sang a été effacé, les débris ont été balayés, les indices critiques ont disparu dans les égouts. L'ONU a utilisé des mots durs dans son rapport. L'enquête a été délibérément sabotée. Militants islamistes. Éléments malhonnêtes des services de renseignement. Rivaux politiques avec des connexions militaires. La vérité est enterrée sous des couches de secrets d'État et de convenances politiques. Ce que nous savons avec certitude est brutal. Benazir Bhutto est retournée au Pakistan en sachant qu'elle allait mourir. Elle a reçu des avertissements explicites. Elle a survécu à une première tentative d'assassinat. Le matin même de sa mort, les renseignements lui sont parvenus. Des hommes-bombes l'attendaient. Pourtant, elle est allée au meeting. Ce n'était pas de la naïveté. C'était un choix calculé. Elle a parié que son martyre servirait la démocratie plus puissamment que sa survie. L'histoire rendra son verdict final sur Benazir Bhutto. Mais pour l'instant, elle reste l'une des figures politiques les plus controversées et fascinantes du XXIe siècle. Si cette histoire vous a fait réfléchir sur le prix mortel du leadership dans les nations fragiles, partagez-la. La démocratie n'est pas garantie. Elle doit être défendue. Parfois, au prix de sa propre vie. L'histoire de Benazir Bhutto n'est pas seulement celle d'un leader assassiné. C'est une alerte permanente sur ce qui arrive quand les militaires et les extrémistes décident que les balles parlent plus fort que les votes.